Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité, le format où on décrypte l'actualité sans les filtres idéologiques habituels, le tout avec un ton détendu, même si ce jour est un jour de deuil. Je vous propose de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu, c'est très important et c'est une façon simple de nous soutenir. C'est la 88e revue d'actu, sachez qu'on tourne une deuxième fois, puisque entre-temps, la reine d'Angleterre, Elisabeth II, nous a quittés. Donc on reviendra sur son règne et ne vous étonnez pas si l'ordre des actus n'est pas toujours très cohérent. Puis on retournera à nos bonnes vieilles polémiques, les chars à voile de l'entraîneur du PSG, Christophe Galtier, les dernières péripéties de l'imam Hassan Iqiyoussen qui est toujours dans la nature, LCI qui nous pond une belle fake news. Vous êtes sur VA+, le média qui vous met de bonne humeur et vous redonne espoir. C'est parti. La reine Elisabeth II est morte hier, c'est une page, un livre qui se ferme. La reine n'est plus, mais la couronne demeure. Oui, c'est la grandeur de la monarchie, sa longévité, sa durée dans le temps long, la continuité et l'unité qu'elle crée pour son peuple. C'est un point cardinal sur lequel tout un pays peut compter, se rassembler autour d'une figure qui n'est pas exposée à l'alternance politique qu'implique chez nous par exemple l'élection du chef de l'État. Elisabeth II s'est donc éteinte à 96 ans à Balmoral dans son château écossais où elle aimait passer du temps, là où Liz Truss, nouvelle Premier ministre britannique, a été reçue après son élection à la tête du Parti conservateur. Et no fake, les barbecues y étaient une tradition pour elle et la famille royale. Coup dur pour les théories de Sardine Ruisseau ou Sandrine Rousseau, on ne sait plus bien qui parle, sur le symbole viriliste que serait le barbecue. La reine nous quitte donc après une longue vie hors du commun. Elle apparaît dès 1940 aux côtés de son père, le roi George VI, et de Winston Churchill, donc c'était un petit bout de temps, alors que Londres est sous des tapis de bombes en pleine guerre contre l'Allemagne nazie. Guerre lors de laquelle elle va s'adresser à 14 ans aux enfants de sa nation pour leur dire tout son soutien. Elle accomplit un règne de 70 ans, le deuxième plus long de l'histoire des monarques mondiaux après Louis XIV. Dans un article du Figaro, l'historien Éric Anseau explique « C'est ce sens du devoir, cette dignité et le soutien de la foi aussi qui l'aida à supporter les nombreuses épreuves nationales. Et c'est son fils Charles III qui devient roi à sa suite. Il sera couronné dans les prochains mois. » Alors même si la reine d'Angleterre n'a aucun pouvoir politique, elle a un pouvoir symbolique très fort. Elle incarne une famille, une lignée, une dynastie qui a existé et régné sur l'Angleterre pendant plusieurs siècles. La figure royale en Angleterre permet d'arrimer tout un royaume à son histoire, à ses racines. C'est ce qu'on ne réalise pas forcément, nous en France, parce qu'on a arraché le pouvoir politique à son creuset original, celui de la royauté des Orléans, des Bourbons, des Valois, des Capétiens, des dynasties qui nous rappellent que les rois ont fait la France. Je me rappelle le plaisir que j'ai eu à découvrir ce beau pays pour la première fois et à cultiver à mon tour une grande affection pour le peuple français. Deuxième actu de la semaine, c'est la séquence incroyable sur LCI où le présentateur Julien Arnaud accuse la Russie d'avoir inventé une manifestation contre les conséquences des sanctions contre la Russie en France. Sous-entendu, la Russie appuie sur le chaos social français qui n'existerait pas. Oui, bien, sauf que cette manifestation, elle a bel et bien eu lieu. Elle était organisée par les patriotes de Florian Philippot, qui s'est révolté contre ses propos. Et voilà, il n'y a pas eu de manifestation ce week-end, ce n'est pas du tout vrai. Magali Barthès, on est en plein ici dans la propagande russe auprès du peuple russe. Oui, pour leur faire croire qu'en effet, l'Europe se divise selon les calculs de Vladimir Poutine. Donc c'est vrai qu'on voit bien la façon dont ils ont de détourner des images, y mettre leurs propres sous-titres. Devant le bad buzz, le présentateur a fini par présenter ses excuses en invoquant une erreur. Bravo à lui, c'est assez rare que des journalistes se dédisent, alors il faut le souligner quand ça arrive. D'ailleurs, on attend toujours qu'au quotidien, ça monte sur bon nombre de fake news. Je vous remets la petite vidéo là avec Charlotte Dornelas, parce que la pile devient assez conséquente. De son côté, Philippot a saisi l'Arcom pour dénoncer le manque de rigueur de ces journalistes qui pensaient faire la leçon aux Russes. Et le pire dans tout ça, c'est que LCI a reçu le lendemain le prix CBS News de la meilleure chaîne de TV, notamment pour sa couverture de la guerre en Ukraine. Allez, je vais postuler chez eux parce que c'est vraiment la meilleure chaîne télé qui a couvert la Russie et la guerre des méchants. Non, plus sérieusement. C'est une nouvelle illustration de la frénésie médiatique depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Comment il est devenu suspect de douter parfois de ce que peut avancer l'OTAN ou l'Ukraine sans être écrasé par le rouleau compresseur émotionnel. Comment il est difficile de faire entendre une analyse raisonnée si elle n'est pas purement anti-russe. Donc je profite de cette actu pour vous parler de l'Institut Libre de Journalisme qui sponsorise cette vidéo. Et oui, petit placement, tu l'as pas vu venir.
Eh oui, très intelligent. Non, en vrai, ça va vous intéresser. Parce que si vous trouvez anormal qu'il soit interdit d'avoir un avis critique envers l'OTAN et qu'il n'y a pas toujours les méchants et les gentils dans le débat public et dans le monde en général, eh ben, l'ILDJ vous propose une formation au métier de journaliste, mais sans le conformisme qui en découle souvent et le politiquement correct. J'ai été en école de journalisme. Je sais de quoi je parle. L'ILDJ vous propose une formation en 10 week-ends intensifs pour entrer dans les médias. Elle s'adresse à tous les étudiants entre 18 et 27 ans en parallèle de leurs études, pour vous apprendre les techniques journalistiques et renforcer votre esprit critique pour sortir des réflexes pavloviens du monde médiatique qui pensent devoir servir le bien. D'ailleurs, ce même Institut libre de journalisme propose une autre formation, 5 week-ends de cours de culture générale et de rencontres avec des journalistes de premier plan, mais celle-là, elle s'adresse uniquement à des étudiants qui sont déjà en école de journalisme. C'est pour approfondir, plutôt pour combler les manquements. Pour ces deux formations, la phase de candidature pour cette année est ouverte. Allez sur le site ildj.fr ou cliquez sur le lien qui s'affiche là et vous trouverez toutes les informations dans la description. Merci aux clients fidèles. Et merci aux clients fidèles. Allez, première actu, l'affaire des chars à voile. Tout commence lors d'une conférence de presse du PSG avec son entraîneur Christophe Galtier et son attaquant Kylian Mbappé, qui se voit poser une question pertinente de Paul Laroutourou de LCI, anciennement de Quotidien, qui lui demande pourquoi ils ne prennent pas le TGV plutôt que l'avion ou le jet. Au départ, la question, c'est un tweet du directeur de TGV Intercité Alain Krakowicz qui propose au PSG une offre de TGV plutôt que l'avion. Mention spéciale à Christophe Galtier qui répond avec humour, à une époque où cela peut vous coûter une plainte de Sandrine Rousseau. On est en train de voir si on peut pas se déplacer en char à voile. Les écologistes ont réagi vivement, et même au-delà, de toute façon maintenant c'est la religion obligatoire, en mettant la question des éco-gestes sur la table. C'est tout ce qu'on peut faire au quotidien pour limiter notre empreinte carbone. C'est la nouvelle orthopraxie anti-émission. On en parlera plus loin. En effet, le PSG pourrait très bien prendre le TGV au risque de perdre 1 heure ou 2 et limiter leur empreinte carbone. La SNCF propose pour cela son service trains spéciaux et d'ailleurs beaucoup de clubs européens prennent le train. Et pas des petits clubs, en France, en Angleterre, en Italie, Liverpool, la Juventus et notamment en Italie grâce à un partenariat entre la Serie A et la Frecciarossa. Et pour le PSG, le manque d'accessibilité des gares parisiennes, des critères de sécurité, on l'imagine, l'impossibilité de faire des trajets de nuit retour des matchs empêcherait d'opter pour ce mode de transport. Et ne parlons pas de la fiabilité de la SNCF, il ne faudrait pas l'oublier. Alors niveau sécuritaire, après ce qui s'est passé au Stade de France, évidemment ça ne donne pas envie. Ce qui s'est encore déroulé lors du concert de Booba. Parce que si le PSG joue contre Lille ou Lens, ils prendront le train à la gare du Nord. Et à combien d'arrêts de RER se trouve la gare du Nord de Saint-Denis ? Un arrêt. En un arrêt, les supporters britanniques pourront débouler à la gare du Nord et perturber un peu le déplacement du Paris Saint-Germain. Mais cette polémique soulève un débat de fond. Faut-il en passer par les éco-gestes, les gestes du quotidien, limiter la voiture, acheter d'occasion, éviter de partir en vacances au bout du monde, pisser sous la douche, on appelle ça la posture du colibri, ou en passer par la politique et déterminer si on interdit telle ou telle pratique, si on limite telle ou telle émission par la contrainte. Bon, en tout cas, les écologistes sont déjà très forts dans le flicage de plus en plus dur de tout ce qui émet du dioxyde de carbone. On culpabilise les vols en avion, les trajets en voiture, certains dégonflent les pneus des SUV pour les punir, on pointe du doigt les déplacements en jet privé de Messi, Bernard Arnault ou Taylor Swift, et on dénonce aussi le SUV de Jean-Luc Mélenchon. Attends, non, putain, non, ça coupe, non, lui il est écolo. On reproche même à des gens de faire des enfants. Alors celle-là, c'est la meilleure, comme si t'avais besoin de faire 6 gosses pour t'acheter un Q7, enculé. Et quand bien même tu roulais en Volvo XC90 à 15 litres les 100 km, en quoi c'est la faute de ton gamin de 2 ans derrière ? C'est très sérieux, ça s'appelle les ginks, des gens qui refusent de faire des enfants pour l'écologie, qui se castrent, enfin qui se stérilisent, castrés ils le sont déjà. Voilà le nihilisme le plus parfait, ce que l'Occident seul peut faire comme exploit, l'envie de disparaître lui-même, l'autogénocide. Bref, revenons aux éco-gestes avec un grand Z. En fait on assiste, comme je disais, à une nouvelle orthopraxie.
à une pratique un peu religieuse qui vient à guider tous vos mouvements et tous vos gestes. C'est ce qu'expliquait Eugénie Bastier sur Europe 1 mardi matin, je vous mets l'extrait. L'écologie précisément impose une orthopraxie de tous les instants, c'est-à-dire que une orthopraxie, c'est-à-dire une des petits actes pour montrer qu'on appartient à ce mouvement, à cette mouvance, qu'on agit bien, qu'on agit conformément bien. Et en fait, c'est de tous les moments de sa journée, ce qu'on mange, comment on s'habille, comment on roule, tous les gestes du quotidien sont épluchés, donc c'est encore plus difficile que d'être de gauche et ne pas rouler en Porsche. Ouais. La suite, les péripéties de l'imam. Monsieur Iquissen. Vous savez, cet imam dont Gérald Darmanin a réussi à obtenir l'expulsion malgré les recours, les appels et le laissez-passer consulaire que la France avait obtenu, pas toujours facile, mais que le Maroc a suspendu. Et bah oui, évidemment, les Marocains n'ont pas envie de récupérer notre ami Hassan. Et si vous pouvez quand même le faire, ce serait sympa. Les amis marocains qui nous regardent, je sais que sur place, il va lui arriver des trucs peut-être. Je sais c'est ce que le Maroc lui réserve, mais rassurez-le, je pense que ça peut bien se passer. Cet imam caché est toujours en cavale, et il serait peut-être en Turquie ou en Belgique. Il a peut-être fait un petit saut à Molenbeek. Faut dire qu'il doit avoir un certain public sur place. Je dis un public, mais attention, Iquissen, c'est un concurrent, les gars. 180 000 abonnés. Et ça monte. Entre cet article du Figaro du 2 septembre et aujourd'hui, la chaîne a pris 2000 abonnés. Et je pense que depuis un mois, ça a dû exploser. Et oui, parce que si vous voulez expulser un imam, oui, d'accord, mais son public, en fait, il est encore ici en France. Ce qui est génial, c'est qu'il sera peut-être en Turquie, en Indonésie ou aux îles Marshall. Il pourra continuer de prêcher auprès de son public français, qui lui est en France. Et peut-être assez nombreux. Alors, ça c'est le meilleur, on a eu samedi une manifestation de soutien à l'imam Iquissen, place de la République. Ils étaient plus de 200 tout court, sans doute parce que Mélenchon ne s'est pas cette fois déplacé, comme lors de la marche contre l'islamophobie, rappelez-vous, 10 novembre 2019, vous savez, manifestation avec quelques salafistes, on a entendu des Allahu Akbar, moins d'un mois après la décapitation islamiste de Samuel Paty. Bref, vous me direz, c'est du détail, cette manif, pourquoi s'y attarder ? C'était quand même un petit festival, un sacré rendez-vous de Pokémon, faut que je vous raconte la chose. Alors déjà, pour commencer, petite anecdote, sur cette même place de la République se tenaient en même temps 3 manifs de diaspora étrangère. Des opposants tchadiens, des militants iraniens et un comité de soutien à l'Ukraine, évidemment. Le résumé de ce qui est devenu Paris, une ville de squatteurs qui en plus protestent. Magnifique. Alors, la manif a commencé par une incantation en arabe, on a eu la présence du NPA, jamais avare de faire la serpillière, du QG des coloniales, d'Elias Imzalen du site Islam Info, et même de l'Union Juive pour la Paix, qui sont des juifs pro-palestiniens, et qui ont d'ailleurs été embrouillés par Ligne de Crête, les accusant de complaisance avec, je cite, le sionisme, qui est synonyme de racisme et d'islamophobie. Alors tout ce joyeux panier de crabes radicalisés s'en est pris à Charlie Hebdo. Bon, à la rigueur, t'es islamiste, t'es pas obligé d'aimer les caricatures du prophète, mais ils s'en sont aussi pris à Valeurs Actuelles, qui nous ont critiqués. Nous sommes accusés par une certaine Nadia, la porte-parole de Ligne de Crête, qui ne prend pas que des lignes de crête, croyez-moi, d'être un journal antisémite. En fait, on aurait remis à la mode le complot des Rothschilds en le transformant en complot George Soros. Vous savez, le milliardaire et philanthrope qui a beaucoup d'ONG, souvent politiquement assez orientées. En effet, Valeurs Actuelles a révélé comment des ONG de l'Open Society pesaient parmi les juges de la CEDH. Et ce n'est pas un complot, Alors, ou bien c'est un complot à ciel ouvert, puisque c'est juste une enquête parfaitement documentée. On est allé voir les juges de la CEDH et on a constaté qu'un certain nombre avaient eu ou avaient des responsabilités au sein d'ONG liées à George Soros. Voilà. Il y a pire comme complot, comme théorie. Nadia, quand tu auras fini ta ligne de coke, enfin ta ligne de crête, je t'invite à t'abonner à lire cette enquête. D'ailleurs, vous aussi abonnez-vous, offre rejoindre juste en dessous avec des lourds documentaires, ou bien papier ou web de Valeurs Actuelles. Il y a plein de façons de nous lire et de nous soutenir. Merci à tous de nous avoir regardés. Je vous rappelle de liker cette vidéo, c'est très important. Il y a du lourd qui arrive sur notre offre payante, des bons petits reportages. Donc restez bien connectés et on se dit à très bientôt.